Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience hier vendredi 4 novembre au palais présidentiel le ministre d'État, ministre des Transports du Niger, Omar Hamidou Chiana, qu'accompagnait le ministre burkinabé des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama. Au menu de la rencontre, la prochaine élection du directeur général de l'ASECNA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le comité de pilotage de l'autoroute Abidjan-Lagos s'est retrouvé à Abidjan pour réfléchir à la mise en marche du dit projet. À cette occasion, les ministres et experts des infrastructures économiques du Togo, du Nigeria, du Bénin, du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont exhorté l'ensemble des parties prenantes à œuvrer pour sa réalisation rapide pour le bonheur des populations. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé cette rencontre. Notre reporter y était aussi, c'est Abou Sanogo. Le projet d'autoroute Abidjan-Lagos relancé. Les ministres en charge des infrastructures des 5 États concernés par le projet se sont retrouvés à Abidjan pour donner une impulsion au processus d'intégration sous-régionale et de coopération au sein de la CEDEAO à travers la réalisation de cette autoroute. La rencontre des experts a été présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les objectifs de la présente rencontre, souhaités par les chefs d'État des pays concernés par ce projet, sont d'affiner le dispositif de prise de décision et de gestion opérationnelle de celui-ci. Il s'agit également d'actualiser le planning des actions à court et moyen terme pour le remettre dans un agenda compatible avec les ambitions exprimées par les chefs d'État. À l'issue des travaux, le comité de pilotage a formulé des recommandations notamment. On a retenu que non seulement le président, qui est le pays Nigeria, et qu'on nomme un vice-président. Le vice-président, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, ça va redynamiser le comité de pilotage pour aller plus vite. Deuxième point, on a dit on va mettre un comité qui va travailler au quotidien. Et ensuite, ce sera composé des points focaux de chaque pays qui connaissent très bien les routes et qui ont des notions environnementales, des notions en ce qui concerne juridique, des notions en ce qui concerne le tracé et comment nous allons lutter également contre les tracasseries routières. Ce qui a prévalu et qui a facilité les échanges, c'est l'intérêt de tous pour un projet qui est d'une importance capitale pour nos économies. La deuxième chose, c'est de faire passer en avant l'intérêt principal qui est celui du projet, plutôt que d'autres facteurs. Le comité de pilotage se réunira les derniers jeudis et vendredis de chaque trimestre pour assurer le suivi et évaluation des progrès réalisés relativement à la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos. Un petit mot d'environnement à présent. Après la COP 21 à Paris, bientôt la COP 22 à Marrakech au Maroc, la Côte d'Ivoire annonce officiellement sa participation. C'était au micro de notre reporter Herman Guivet. Décembre 2015, Paris, la capitale française, est transformée en bastion de défense de l'environnement. La ville abrite la COP 21 et devient le centre névralgique de réflexion pour la protection de l'environnement. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous. Le pays valide la feuille de route issue de l'accord de Paris pour la protection de l'environnement et s'engage à y prendre part. L'accent est mis sur le renforcement de la gouvernance climatique et environnementale. Le ministère de l'Environnement en fait son cheval de bataille. Ce vendredi, à la primature, le pays annonce à nouveau sa participation à la 22e conférence des partis à Marrakech et fait cas de ses attentes. La Côte d'Ivoire attend de cette COP 22 une meilleure prise en compte d'initiatives portant, outre sur le secteur de l'énergie, mais également sur l'agriculture intelligente, face au climat et la gestion intégrée des déchets. L'une des attentes majeures de cette COP22 est effectivement la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de la feuille de route et surtout les facilitations pour bénéficier des fonds. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la COP22 qui s'ouvre bientôt à Marrakech sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de réaffirmer son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Notre pays, la Côte d'Ivoire, sera présente à la COP22, représentée au plus haut niveau par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour y présenter sa feuille de route qui, je le rappelle, s'appuie sur son plan national de développement 2016-2020. En plus des négociations sur le climat auxquelles elle participera, la délégation ivoirienne présentera des projets structurants qui portent en eux notre aspiration à l'émergence
tout en démontrant le génie ivoirien. Au cours de cet événement, la Côte d'Ivoire favorisera le partage d'échanges au moyen d'un stand qui sera animé pendant 14 jours. Regard tourné vers la COP22, le pays se prépare à répondre efficacement au rendez-vous de Marrakech. Certaines veuves, après le décès de leurs époux, baissent les bras et s'adonnent à une vie de gain facile. D'autres, par contre, courageuses et fortes d'esprit, préfèrent se battre dans la vie en vue de subvenir aux besoins de la famille. C'est le cas de cette jeune dame de 38 ans, Marie Zongo. Son épouse, décédée depuis bientôt 4 ans, elle décide de vendre du jus de gingembre, de bissap, de mil, entre autres, pour nourrir et scolariser ses 5 enfants, mais aussi pour payer ses factures d'eau et d'électricité. Notre reporter Koné Parkassoro l'a rencontré pour vous. Sortir les jus de bissap, de mil, de fruits de passion, entre autres des 2 congélateurs qu'elle possède en vue de les commercialiser, c'est le quotidien de Marie, la trentaine révolue. Veuve et mère de 5 enfants, elle habite le quartier Sagouéran QG dans la commune d'Abobo. Chaque jour, le scénario est le même. Aidée par l'une de ses filles, elle transporte les jus de la maison à sa charrette stationnée en bordure de route non loin de la cour. Des jus qu'elle se voit obligée de vendre en vue de s'occuper de ses enfants en classe de CP1, de CM1, de CM2 et de 5e. Mon mari est décédé, c'est ça que je vends. Je règle mes enfants, je paie maison, je paie courant, je paie leur école. On mange dedans. Ils sont malades, c'est moi qui occupe d'eux. La charrette à peine remplie, que des clients se précipitent pour en acheter. 100 francs, c'est le prix d'une bouteille. Il faut parcourir tout le quartier et certains garages pour satisfaire sa clientèle. Marie est hélée de partout. Passants, restauratrices, vulgarisateurs, infirmiers, vendeurs de pièces auto, ferrailleurs, tous sont servis. Il y a beaucoup de monde ici, ce sont mes clients. Je suis pour 15 000. Des fois, il y a 2 000 qui restent, des fois, il y a 3 000 qui restent aussi. Chaque jour, on doit payer son yamoukou parce que c'est bon. Elle fait bien. Elle met vrai sucre dedans, mais pas les sucres fabriqués d'une manière, quand tu bois, tu as mal au ventre, là, elle met pas dedans. Malgré les endroits parfois difficiles d'accès, Marie arrive à desservir sa clientèle. La femme, là, elle est courageuse parce qu'il vient chaque fois, il passe ici. Et puis il attend que c'est un vieux, il travaille chaque jour pour qu'il va nourrir sa famille. Une femme qui perd son mari, vraiment, elle a trop de charges. Donc il faut aider ces personnes-là. Voilà, les encourager. C'est pour cela qu'ils achètent ces jus. Satisfaite de son métier, Marie exhorte les femmes et les jeunes filles qui vivent la même situation qu'elle à ne pas baisser les bras. Les jeunes filles qui sont à la maison, ils n'ont qu'à s'élever, faire le travail. Ils peuvent vendre. Et les femmes, si la route demande l'argent, ils déposent à 7 pour demander l'argent. C'est pas bon. Nara j'achète un commerce pour faire. Son souhait, voir son 3e congélateur réparé, mais aussi obtenir d'autres congélateurs en vue d'agrandir davantage son commerce pour le bonheur de ses enfants, encore sur les bancs. Direction Korogo, où les étudiants de l'Institut de gestion agro-pastorale de l'université Peloforogon Coulibaly ont effectué la sortie officielle de leur première promotion de licence 3 en sécurité alimentaire. Ils entendent relever le défi de l'émergence agricole à l'horizon 2020. Parrain de cette cérémonie, Mamadou Gon Sangafoa, ministre Mamadou Coulibaly Sangafoa, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui a promis de faciliter aux étudiants l'accès aux structures spécialisées et en formation agricole. Le commentaire est signé Honorine Agnégori. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais pour que cette agriculture demeure forte et compétitive, il faut des acteurs bien formés. En 2012, l'unité de recherche scientifique de Korogo devient Institut de gestion agro-pastorale avec pour principale mission d'offrir à la Côte d'Ivoire des étudiants bien formés aux techniques agricoles. Pour cette première promotion, ils sont 76 étudiants au total à achever leur parcours avec brio au sein de cet institut. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de cette fête de l'excellence, a invité les nouveaux diplômés
a mérité la confiance du président de la République pour une agriculture ivoirienne plus que jamais forte. Le prochain défi de notre agriculture, c'est sa modernisation. Peut-on moderniser une agriculture sans moderniser les agriculteurs eux-mêmes? Je suis fier de vous de savoir qu'aujourd'hui, vous savez que par l'agriculture, on peut gagner sa vie. Ces étudiants disent être prêts à accompagner le processus de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Ces expériences ont montré que 99% de l'oignon est importé. Donc du coup, nous travaillons ici pour relever tous ces défis. 76 étudiants bien formés, prêts à relever les grands défis de l'émergence agricole à l'horizon 2020. Commentaire signé Honorine Agnégori. En bref, ce samedi 5 novembre, l'opposant historique en RDC, Étienne Tshisekedi, a prévu de s'exprimer devant ses militants. Un meeting maintenu par le rassemblement de l'opposition malgré l'interdiction du gouvernement provincial de Kinshasa. La mission des Nations Unies en RDC annonce qu'elle va renforcer ses patrouilles ce samedi dans les rues de Kinshasa pour s'assurer du respect de la sécurité des personnes et des biens publics comme privés. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a été relaxé au bénéfice du doute hier soir, le 4 novembre, par le tribunal correctionnel de Cotonou. Il avait comparu dans la journée avec 3 coprévenus qui ont été, eux, totalement relaxés. Le patron des patrons, arrivé 3e à la présidentielle, avait passé 8 jours en garde à vue après la saisie le vendredi 28 octobre dernier de 18 kilos de cocaïne dans un conteneur destiné à sa société. En Jordanie, 3 militaires américains ont été tués hier vendredi dans une fusillade devant un camp d'entraînement militaire. Un officier jordanien a également été blessé. Un homme aurait tiré sur le véhicule dans lequel se trouvaient les militaires. Et puis, pour terminer, l'agence Hamak a affirmé hier vendredi que l'organisation État islamique était responsable de l'attentat à la voiture piégée qui a fait 9 morts à Diyarbakir, ville à majorité kurde du sud-est de la Turquie. Une attaque attribuée dans un premier temps au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, par les autorités turques. Voilà, fin de ce journal. Bonne journée de samedi à tous sur RTI.